C'est pas une histoire de fréquence ni de quantité. On me demande souvent, mais à partir de combien de verres est-ce qu'on est alcoolique? En fait, c'est une histoire de relation avec le produit. Pourquoi tu bois? Tous les buveurs d'alcool, qu'ils soient dépendants ou non, peuvent se poser cette question. Pourquoi est-ce que tu acceptes ce verre? Qu'est-ce que tu recherches dans l'alcool? Est-ce que ce sont les effets? Est-ce que c'est pour le goût? Est-ce que c'est pour anesthésier quelque chose? Pour fuir quelque chose? Et moi, effectivement, c'était pour fuir, c'était pour anesthésier. Dans mon expérience, je me rends compte que mon alcoolisme est dû à une hypersensibilité pas affirmée, un sentiment d'être inadapté à la société. Et je suis aussi un grand anxieux. Quand j'ai trouvé l'alcool sur mon chemin, j'ai trouvé ça magnifique, intense, et j'ai pu fuir dans un monde tout rose. Mais l'alcool m'a tellement menti. Mais tellement, tellement menti. Quand je commence, je veux l'intensité, l'euphorie, je veux que les problèmes glissent sur ma peau. En fait, j'ai eu tout le contraire. J'ai terminé dépressif, sous médoc. J'ai terminé isolé, alors que je buvais pour avoir des amis, pour être en connexion avec les autres. J'ai été tellement seul. Et puis, je suis devenu l'esclave de la bouteille, alors que l'alcool m'avait promis de me rendre libre. Bonjour et bienvenue sur Ouvrir la boîte, le podcast où on parle santé mentale. Moi c'est Canel, votre hôte, et dans chaque épisode, je donne la parole à une personne concernée par un trouble de santé mentale, une neuroatypie, ou ayant connu une épreuve de vie difficile. Il ou elle vient nous raconter son histoire, témoigner, sans phare et sans tabou. Car la santé mentale, ce sont les concernés qui en parlent le mieux, et il est temps de leur donner la parole. Aujourd'hui, je reçois Baptiste, qui vient nous raconter son histoire avec l'alcool, de la dépendance à l'abstinence. Baptiste a souffert de dépendance à l'alcool de ses 15 à 24 ans. Aujourd'hui, il a 32 ans et il vient de fêter ses 8 ans d'abstinence. Une victoire sur l'addiction à l'alcool qu'il renouvelle chaque jour et surtout qu'il a choisi de mettre au service des autres. Tout d'abord, en partageant son histoire sur Instagram, en conférence et au sein d'un livre intitulé « D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée », coécrit avec Judith Lossman dans le cadre d'une thérapie par l'écriture. Mais aussi en devenant patient expert en addictologie, pour accompagner des personnes qui luttent avec leur dépendance à l'alcool grâce à son savoir expérientiel. Il est ainsi devenu père aidant professionnel et accompagne individuellement des personnes concernées par la maladie alcoolique. Dans cet épisode, Baptiste vient nous parler de l'alcoolisme à travers sa propre histoire, découverte de l'alcool, descente aux enfers, prise de conscience, choix de l'abstinence et lente reconstruction. Mais bien plus que simplement raconter son histoire, Baptiste nous partage sa vision sur cette maladie destructrice, ainsi que de nombreux conseils pour s'en sortir. Le témoignage de Baptiste permet de mieux comprendre l'alcoolisme, mais aussi, bien plus largement, de questionner notre rapport à l'alcool. C'est réellement un épisode d'utilité publique à écouter que vous pensiez être concerné par la dépendance à l'alcool ou non. Si vous voulez suivre Baptiste, le contacter ou en savoir plus sur ses activités de père aidant, vous pouvez retrouver le lien vers son Instagram en description de l'épisode. Comme à chaque épisode, avant de rentrer dans le témoignage de Baptiste, je vais reposer un petit peu de contexte pour ceux qui sont moins familiers avec le sujet. Boire de l'alcool n'a rien d'anodin. L'alcool a été classé dans le groupe 1 des agents cancérigènes par le Centre international de recherche sur le cancer, au même niveau que le tabac ou encore l'amiante. En conséquence, toute consommation d'alcool, même ponctuelle, peut être dangereuse pour la santé. Et lorsque la consommation devient excessive et répétée, les dangers pour la santé physique et mentale se multiplient. L'alcool peut induire une véritable dépendance. L'alcoolisme, également appelé alcoolodépendance, peut se définir comme une addiction à l'alcool. Selon l'OMS, l'alcoolisme ou alcoolodépendance est avéré lorsque la consommation d'alcool devient un besoin prioritaire pour la personne concernée. En France, le gouvernement estime qu'environ 1,5 million de Français sont alcoolodépendants. Mais il faut avoir conscience que l'alcoolisme est une maladie sournoise. Elle peut commencer de manière discrète et les clichés sur l'alcoolisme peuvent conduire les personnes concernées à vivre très longtemps dans le déni. On verra que ça a été le cas de Baptiste pendant le podcast. Plusieurs signes doivent alerter et peuvent indiquer une alcoolodépendance.
une tolérance accrue à l'alcool, avec une diminution de son effet à quantité constante, qui conduit à une augmentation de la quantité consommée au fil des mois, mais aussi une impossibilité à contrôler les quantités consommées, alors même que l'alcool commence à avoir des conséquences néfastes sur la vie personnelle ou professionnelle, l'apparition aussi de symptômes de manque, tels que l'anxiété, l'agitation, l'irritabilité, l'insomnie, les tremblements, les palpitations, et également le fait de développer une obsession pour l'alcool, un désir impérieux de consommer des boissons alcoolisées avec une diminution des autres sources de plaisir. Au travers du témoignage de Baptiste, cet épisode est l'occasion de mieux comprendre cette maladie complexe et multifactorielle et de sortir des clichés qui l'entourent encore. Ce podcast vous est présenté par Touki, la première plateforme française de groupes de parole en ligne. Touki vous permet de rejoindre un groupe de parole, en ligne et en tout anonymat, sur la problématique qui vous concerne, afin d'échanger avec des personnes qui vous comprennent car ils traversent les mêmes épreuves. N'hésitez pas à vous rendre sur le site wearetouki.com afin d'en savoir plus et à nous suivre sur Instagram où nous partageons tous les jours des informations et témoignages sur la santé mentale. Tous les liens sont en description de l'épisode. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte de Baptiste. Bonjour Baptiste, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour apporter ton témoignage sur l'alcoolisme. Salut Canel. Ça va? Ça va, et toi? Ouais, ça va bien. Ouais. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Baptiste, j'ai 32 ans et je suis un ancien dépendant à l'alcool. J'en ai souffert de mes 15 à 24 ans. Et ensuite, je me suis formé en tant que patient expert pour accompagner des personnes et pour peut-être dire des choses que j'aurais aimé entendre, transmettre des choses que j'ai vécues et faire gagner un temps précieux sur l'avenir de ceux qui pourraient m'entendre ou me voir. Merci. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais nous en dire un peu plus rapidement sur qu'est-ce que est l'alcoolisme pour toi? Alors l'alcoolisme, c'est d'abord une maladie. C'est pas un manque de volonté. Moi, j'ai mis très longtemps à entendre que c'était pas un truc qui faisait fonctionner la volonté. Moi, je pensais pouvoir contrôler ma consommation et j'ai tout fait pour garder l'alcool proche de ma vie parce que je considérais que c'était une béquille, un truc qui me faisait vivre et qui me faisait vivre des choses très très intenses. J'idéalisais beaucoup l'alcool et en fait, je n'avais aucun contrôle quand je commençais. Alors pour moi, l'addiction, c'est l'incapacité de contrôler un comportement. Quand je commence, je ne sais pas m'arrêter. Donc c'est important de prendre conscience que c'est pas une histoire de fréquence ni de quantité. On me demande souvent, mais à partir de combien de verres est-ce qu'on est alcoolique? En fait, c'est une histoire de relation avec le produit. Pourquoi tu bois? Cette question, elle est même universelle, je pense. Tous les buveurs d'alcool, qu'ils soient dépendants ou non, peuvent se poser cette question. Pourquoi est-ce que tu acceptes ce verre? Qu'est-ce que tu recherches dans l'alcool? Est-ce que ce sont les effets? Est-ce que c'est pour le goût? Est-ce que c'est pour anesthésier quelque chose? Pour fuir quelque chose? On a tous le droit de se poser ces questions. Et moi, effectivement, c'était pour fuir, c'était pour anesthésier. C'était évidemment pour les effets aussi. Après, dans mon cas plus précis, dans mon expérience, je me rends compte que mon alcoolisme est dû à une hypersensibilité pas affirmée, inavouée, un sentiment d'être inadapté à la société. Je suis un enfant qui a certainement refusé de grandir et je suis aussi un grand anxieux. Toutes ces choses-là ont fait que c'est peut-être des personnalités à risque, des facteurs de risque qui ont fait que quand j'ai trouvé l'alcool sur mon chemin, j'ai trouvé ça magnifique, intense et j'ai pu fuir dans un monde tout rose au début. On y reviendra. Merci pour cette définition. Si ça te va, j'aimerais qu'on reprenne ton parcours de manière quasi chronologique de comment tu es tombé dans l'alcool, ta vie d'alcoolique consommateur, ta prise de conscience, puis ensuite ta vie d'alcoolique abstinent pour vraiment avoir tout le panel de ton expérience et de ton témoignage. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter comment tu es tombé dans l'alcoolisme? Tomber dedans, c'est certainement un grand mot. Moi, je considère que j'ai commencé à boire comme tout le monde. La seule chose que j'ignorais, c'est que peut-être que mes cellules n'étaient pas celles de tout le monde et que
J'avais une relation très magnétique avec l'alcool dès le début. C'était très festif, hein, c'était que le week-end avec des potes, on faisait des before dans la rue ou des before dans des apparts. Mais très très vite, c'est devenu du binge drinking et cette phase de défonce est devenue un art de vivre, une phase incontournable. Et j'étais déjà très stressé à l'âge de 15 ans de ne pas avoir cette phase parce que je cherchais la défonce, je cherchais les effets. Et ensuite, de fil en aiguille, c'est devenu, j'ai commencé à boire plus tôt, fini plus tard, et puis j'ai cherché des instants en semaine, et puis voilà. Et ensuite, l'alcool a pris de plus en plus de place, et c'est devenu de moins en moins festif. C'est devenu plus quelque chose pour anesthésier un mal-être qui était inavoué. En fait, ce qui est dingue, c'est que tout allait bien de l'extérieur. Je suis le roi pour mettre des masques, pour afficher un smile, pour me faire tout, pour être reconnu, pour être aimé, pour cacher mes angoisses, pour cacher mon hypersensibilité. Je suis le king. L'alcool me permettait de combler tout ça, de masquer tout ça. Donc pour moi, au début, l'alcool a été la pilule magique, la recette miracle pour, j'avais l'impression, accéder à un plein potentiel. En fait, l'alcool ne donne aucun talent. Sur le long terme, l'alcool a juste bousillé ma vie. Je suis rentré dans des cercles vicieux dramatiques et j'ai eu envie de mourir dans l'alcool. Et ensuite, l'alcool est devenu quelque chose qui me tuait à petit feu. Je voulais plus exister avec des idées noires. Et véritablement, voilà, j'étais sous emprise de l'alcool. Je me réveillais, je pensais alcool. J'allais acheter alcool, je consommais, je récupérais alcool. Ça prenait de plus en plus de place. Et, et voilà, l'addiction a pris possession de ma vie. Et donc, avec le recul, tu as pu identifier les causes, le pourquoi de cet alcoolisme, au-delà de tes gènes, comme tu mentionnes, donc ton anxiété, ton hypersensibilité, ton mal-être. Est-ce que tu veux nous en dire plus ? Il y a quelque chose dont je parle très peu, c'est ma gémellité. J'ai un frère jumeau et je pense que ma construction identitaire a été compliquée. J'adore mon frère jumeau, je suis hyper proche de lui. On est très fusionnels et je pourrais pas vivre sans lui. En revanche, malgré tout ça, ça amène son lot d'épreuves dans la vie. On se construit à deux, on a notre propre langage, on répond à nos propres règles, on grandit dans une bulle avec nos propres règles, et en plus on doit obéir aux règles des autres, aux règles de la société qui ne nous conviennent pas, ou en tout cas ne me convenaient pas. Et j'ai subi une certaine forme de pression. Et d'où est venu en fait ce sentiment d'être inadapté à la société ? Pourquoi est-ce que je devrais répondre à des règles alors que j'ai déjà mes propres règles créées et qui me conviennent et tout va bien, etc. Donc m'ouvrir aussi aux autres, m'adapter aux autres, ça a été douloureux et ça a forcément brassé de la négativité, du mal-être. Ensuite, il y a eu d'autres choses pour mon enfance, mais j'aimerais, comme j'en parle peu, aborder ce point-là qui pourra peut-être parler aux auditeurs. Et en fait, quand j'ai commencé à découvrir l'alcool, j'ai trouvé, je pensais, une nouvelle adaptabilité, des preuves d'amour, des preuves de reconnaissance. Je suis certainement quelqu'un qui a un désir d'être aimé très intense, que j'ai rempli par l'alcool. C'est un vide intérieur que j'ai complètement rempli. Je pensais que mettre quelque chose de totalement artificiel dans mon corps allait régler tous mes problèmes. Mais l'alcool a créé tellement plus de problèmes. L'alcool n'a plus été la solution, c'est devenu le véritable problème. Mais comme l'addiction était là, je pouvais plus m'en séparer. Je savais plus faire sans. Et que ce soit la colère, la fatigue, le stress, l'angoisse, l'envie de me booster. Bref, tellement d'émotions étaient associées à l'alcool. Et comme l'addiction est quelque chose de très progressif qui vient et qui s'installe très sournoisement, on ne se rend pas compte que ça s'installe, mais au bout d'un moment, je devais bien me rendre à l'évidence. J'étais sous emprise et j'avais besoin d'alcool pour vivre. Et cette prise de conscience, elle est arrivée quand ? Est-ce que pendant longtemps, tu as cru que tu étais comme tes amis, que tu aimais boire et que tu en profitais, ou tu voyais dès le début que tu avais une relation différente avec l'alcool ? Non, parce que je me suis entouré de gros buveurs. Et ça, c'est aussi
Un comportement qui pourrait alerter, c'est d'être mal à l'aise face à des personnes qui boivent moins ou qui boivent pas du tout et de les exclure. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait. Une personne qui me disait non, bah, je la jugeais, je la méprisais, je voulais plus l'inviter. Et en fait, aujourd'hui, je sais que c'était pas du tout une attitude virile, de bonhomme, de mec qui sait faire la fête. Non, c'était parce que la présence de quelqu'un qui refuse me gênait. Ça mettait en lumière ma consommation excessive, et moi, je voulais pas être prêt à voir ça. Donc, voilà, entouré de gros buveurs, je me crée ma propre normalité de gros buveurs, de mecs qui se foutent des races, qui vivent par et pour l'alcool. Et donc, quand les gens s'inquiétaient autour de moi, mes parents, ensuite certains amis, je leur disais, mais pourquoi vous vous inquiétez? On fait tous pareil. C'est peut-être comme ça qu'on fait la fête aujourd'hui. C'est c'est vous les vieux ringards. Vous êtes de vieux cons. Moi, je détiens la vérité. Je fais la fête. Je fais seulement la fête. Mais qu'est-ce qu'il y avait de festif, en fait, dans mes pratiques? Bah, peut-être pas grand-chose, parce que se souvenir de rien, faire ou dire des choses qu'on regrette la veille, n'être pas du tout connecté aux autres, et même s'exclure de soi-même, parce que j'anesthésie tout, je suis en blackout, je retiens rien, je me souviens de rien. Qu'est-ce qu'il y a de festif et de convivial dans ces pratiques-là? Donc non, je ne pouvais pas m'en rendre compte, mais petit à petit, c'est vrai qu'il y a eu des signes, parfois alarmant, parfois un peu moins alarmant, mais le signe que quand je commençais, je ne savais pas m'arrêter. Très clair. Une des autres choses qui m'intéresse, c'est le fait que tu étais un enfant anxieux et hypersensible. C'est quelque chose qui revient souvent dans ton livre. Et comment ça a été un peu le terreau de cet alcoolisme? Alors je suis quelqu'un de très pudique, introverti, qui a peur du regard de l'autre, très anxieux, qui a subi dépression, et plutôt que de peut-être avoir le courage d'aborder ces sujets thérapeutiquement parlant, dans un cadre thérapeutique, j'ai trouvé l'instantanéité de l'alcool. Les drogues sont formidables pour ça, la recherche de l'instantanéité, l'effet qui arrive au bout de 5-10 minutes. Eh bien, c'est devenu ma pilule magique pour justement ne plus faire face à mon angoisse, de devenir en fait un super Baptiste comme je l'appelle dans mon livre, un super Baptiste qui est doté de plein de super pouvoirs, qui sait faire des choses, qui est drôle, qui sait dépasser les limites, quelqu'un d'extraverti. Et en fait, c'est tout le contraire de qui je suis sobre. Sauf que quand je me réveille le matin et que je me regarde dans la glace, je me déteste. Je n'aime pas voir cet enfant qui j'ai l'impression, n'a aucune capacité, qui n'est pas digne, qui ne mérite pas d'avoir des amis, etc. Mais dans l'alcool, je retrouvais ce personnage qui m'apportait toutes ces choses-là. Et donc, progressivement, j'ai l'impression que c'est que par l'alcool que je vais pouvoir vivre et exister. Et surtout, j'ai l'impression que l'alcool va me rendre libre. Pourquoi est-ce que j'ai bu? C'est essentiellement pour me sentir libre. Au début, ce sont pour des raisons valables, mais j'utilise la mauvaise solution, le mauvais produit pour atteindre cette liberté, pour atteindre la, l'expression d'un potentiel. Parce que, enfin, on pourrait en parler des heures, mais l'alcool m'a tellement menti. Mais tellement, tellement menti. Quand je commence, je veux l'intensité, l'euphorie, je veux que les problèmes glissent sur ma peau. Je veux tout ça. L'alcool, j'ai l'impression, m'apporte ça, mais en fait, j'ai eu tout le contraire. J'ai terminé dépressif, sous médoc, aussi dépendant aux médocs, aux anxiolytiques, somnifères. J'ai eu que de la souffrance supplémentaire. J'ai terminé isolé alors que je buvais pour avoir des amis, pour être en connexion avec les autres. J'ai été tellement seul. Et puis, je suis devenu l'esclave de la bouteille alors que l'alcool m'avait promis de me rendre libre. Donc ça aussi, il faut véritablement se renseigner sur les risques, sur ce que c'est l'alcool, qu'est-ce qu'on ingurgite, quel est le produit qu'on avale. C'est tellement important de prendre conscience des risques, qu'on soit dépendant ou non. Encore une fois, je me répète, mais qu'on soit dépendant ou non, ces questions devraient être universelles parce que, ne l'oublions pas, l'alcool est une drogue.
légale, certes, mais c'est une drogue quand même. Donc prenons conscience de tous ces risques avant de s'accorder quelques verres plaisir. Et donc, tu as mentionné Super Baptiste, donc le Baptiste alcoolique, consommateur et bourré. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur lui? C'était quoi ta vie à cette période? À l'époque, ma vie, c'est que l'alcool. Déjà, 18-19 ans, c'est que tourner autour des soirées, des comment s'organiser pour boire, boire le plus vite possible, avoir sa dose le plus rapidement possible, aussi beaucoup d'angoisse, de calcul. Donc je faisais genre, je m'occupais d'acheter l'alcool pour tout le monde, je voulais dépendre de personne pour véritablement contrôler l'alcool qui serait présent. Je voulais que personne touche à mes bouteilles. Après j'allais voler dans le frigo, mon verre m'attendait sur la table, mais comme j'avais tellement peur du manque, j'allais prendre des gorgées supplémentaires, cachées dans la cuisine. Je simulais des envies d'aller aux toilettes. En fait, je buvais. Je pouvais cacher des bouteilles dans ma chambre. Mais tout cela était encore très contrôlé. C'était pas encore la déchéance totale. Il me fallait toujours un petit coup de peps, quoi. Mes masques, en fait, ne s'effritaient pas encore. Donc les gens n'étaient pas encore alarmés. Après, oui, j'étais un gros fêtard. Je sortais très régulièrement. Et c'est ensuite, en fait, c'est dans les années après 18-19 ans où c'est devenu de plus en plus morbide et dans une relation de plus en plus malsaine de masquer de la souffrance, d'anesthésier, d'avoir besoin, en fait. C'est toute la différence, en fait. Là aussi, c'est une question que l'on peut se poser tous ensemble. C'est est-ce que c'est une envie ou un besoin? Et moi, en fait, si je suis très honnête avec vous, à partir de 14-15 ans, quand je commence, ça devient très vite un besoin puisque je suis obligé de passer par une phase de défonce avant de me sentir suffisamment à l'aise pour être avec les autres. Donc c'est bien un passage incontournable, un besoin, une association tellement intense entre festif, alcool et ensuite plein d'autres choses que j'ai associées avec l'alcool. Mais au début, c'était que le festif. Mais passer une soirée sans alcool, mais c'est lunaire, c'est pas possible pour moi. Ça n'a aucun intérêt. Je partais de dîner quand il y avait plus d'alcool. Je n'acceptais même pas les apéros s'il n'y avait pas assez d'alcool. Je voulais ma dose. Et les gens que j'invitais ou que je voyais, souvent c'était un prétexte. Vu que je me souvenais de rien, vu que en fait je m'en foutais, je posais pas de questions, c'était on s'assied autour d'une table, on boit et je rentre dans mon monde et je veux juste ma dose. Et est-ce qu'à un moment, tu te mets à mentir pour boire? Ouais, je commence à mentir à partir du moment où j'ai besoin d'alcool pour de plus en plus de choses. J'ai en souvenir mes soirées foot. Je jouais au foot en semaine et j'ai eu la bonne idée, je dis ça très ironiquement, hein, mais la bonne idée de me dire que l'alcool allait me faire jouer un peu mieux. Et donc j'ai pris une bière. Vu que mon cerveau d'addict ritualise énormément les choses, j'ai ritualisé ça, il faut que je boive avant de pouvoir jouer au foot. Je vous donne cet exemple, mais il y en a des centaines comme ça où mon cerveau d'addict ritualise les choses. Je fais une chose sous alcool, ensuite je peux plus la faire sans. Je l'ai associé direct, bam, en fait. Et c'est mon cerveau, c'est un truc de malade, mon cerveau. Et donc je reviens au foot, mais ça s'est bien passé la première fois. Effectivement, il y a eu un petit coup de peps, euh, une espèce d'alcool courage. Franchement, j'ai bien joué. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, l'alcool va être la solution pour que je joue bien. Et donc, j'ai continué cette pratique. Sauf que, il y a l'accoutumance aussi. Et en fait, vu que je suis essentiellement, enfin, uniquement à la recherche des effets et que mon corps est en mode accoutumance, j'ai besoin de plus pour atteindre les mêmes effets. Et donc, je suis passé à 2-3 pintes, des maximators, 2-3 maximators que je buvais rapidement en 10 minutes, cul sec avant de partir au foot. Je préparais des subterfuges pour partir un peu plus tôt, pour avoir le temps de m'asseoir sur mon banc, de boire tout seul, en cachette. Et ensuite, les gens dans la voiture me disaient « Mais ça sent un peu l'alcool, non ?» Je leur disais « Oui, mais bon, j'ai pris un verre de vin pour le dîner, tout va bien, on a ouvert une bouteille en famille. » Pas du tout, j'étais juste tout seul sur mon banc à boire tout seul. Bon, ça, c'est un exemple qui peut paraître
anodin, mais il y en a des pires. Mais ça exprime en fait le côté horloge interne qui te dicte en fait quand tu dois boire, comment prendre de l'avance, et ça prend de plus en plus de place et c'est épuisant. C'est épuisant psychologiquement de mentir, de penser alcool, de comment boire sans être vu, de récupérer. Bref. Donc oui, je mentais et après dans ma chambre, oui, je cachais des bouteilles, je buvais en cachette. Mes copines du moment, je leur disais non, promis, j'ai pas bu. En fait, évidemment que non. J'ai ma flash dans ma poche, dans mon sac, ça se voit pas. Je mange du chocolat pour pas que mon haleine sente. Je trouve des subter. C'est que des calculs. C'est épuisant. C'est un truc que tu t'expliques très bien dans ton livre. Tu parles qu'il y a le Baptiste alcoolique consommateur bourré, mais il y a aussi l'alcoolique consommateur sobre entre deux cuites, mais qui est toujours sous cet esprit de l'alcool et qui ne pense qu'à ça, et que quand on pense à l'alcoolique, on pense à la prise d'alcool, mais qu'en fait c'est au-delà, ça devient quasiment une obsession qui guide toute ta vie. C'est tellement juste. Tellement juste. On a beaucoup travaillé sur ce sujet avec Judith Lossman, ma co-auteure de notre livre qui s'appelle D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée. Un livre dont je suis très très fier. Mais c'est vrai qu'on a poussé l'analyse de ces deux entités dans mon esprit qui sont, que sont l'esprit de l'alcool et le véritable Baptiste. Et même quand je suis sobre, donc sans alcool, mais toujours sous emprise de l'alcool, c'est toujours l'esprit de l'alcool qui dicte mes envies, qui dicte des choses. Même sobre, vu que je suis sous emprise, toutes les personnes qui peut-être essayent de me parler, de me raisonner, etc., j'ai beau promettre des choses parce que je suis sobre, mais je suis encore sous l'emprise. Et donc ces promesses, elles tombent, même elles se fracassent au sol dès que je suis au contact de l'alcool. Dès que je suis peut-être confronté à une situation désarmante, dès que je suis en proie de l'angoisse, et puis ça c'est propre à chacun, nos raisons de boire. Mais de dire non, c'est tellement dur quand c'est si engrammé en nous, quand les liens paraissent si forts. On a l'impression qu'on n'a pas d'autre solution. Et est-ce que tu as eu des symptômes physiques liés à l'alcool ? J'ai eu des tremblements dont j'avais tellement honte. J'ai eu des tremblements jeunes en plus. J'arrivais même plus à mettre une mine de crayon dans le critérium. Je les pétais, je les brisais, c'était honteux. Donc je cachais mes mains. J'ai d'ailleurs encore honte de mes mains aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être lié à ça, ou c'est peut-être encore un truc sur lequel je dois bosser. On est en reconstruction permanente. Hein. Donc oui, après, le craving, ça j'avais, les symptômes de manque. J'ai fait des hallucinations aussi sans alcool, et avec aussi, mais je dirais pas que je suis tombé dans un delirium tremens. Moi, les véritables traumas que j'ai eus, c'était très psychologique. Chose que je ne savais absolument pas, c'est que l'alcool est un dépresseur qui nourrit les angoisses, qui nourrit les états dépressiogènes. Moi, je pensais que l'alcool, c'était juste un booster sans risque qui était la recette pour passer une bonne teuf. En fait, pas du tout. Sur le long terme, c'est ça qui va amplifier tes angoisses, t'installer progressivement et sournoisement dans des états dépressiogènes. Sauf que moi, j'ai l'impression que c'est l'alcool qui va me sortir de cette négativité, donc je bois. Mais la chose dont je me rends pas compte, c'est que c'est l'alcool qui crée le problème. Et donc, quand j'arrête l'alcool, je me rends compte où je fais face, je m'efforce à faire face à des angoisses et à des états qui ont été amplifiés par l'alcool, notamment ces angoisses qui étaient devenues mortifères à cause de l'alcool. Je suis même devenu, comment on appelle ça, je perds mes mots, la peur des foules. Agoraphobe. Agoraphobe. Bon, ça c'est lié sûrement à la mort de mon papa, mais je ne savais plus sortir de chez moi sans avoir bu. Et ça a été douloureux pour moi d'affronter le monde extérieur sans alcool. Les insomnies aussi sans alcool. Enfin bref, moi je pense que ça serait davantage des dégâts psychologiques plus que dégâts physiques. Il y a une phrase que tu dis dans ton livre qui est partager sa vie avec l'alcool revient à obéir à un maître.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette phrase? Oui, l'alcool est un maître. Et j'ai mis tellement de temps, et c'est aussi ça la phase de déni, mais tellement de temps à accepter de me faire dominer par un liquide, une bouteille qui gît sur une table ou dans une armoire, d'être possédé par quelque chose d'inanimé. Moi, l'orgueil, c'était un truc de malade dans mon addiction, mais je refusais de me confronter à la réalité. Comment moi, Super Baptiste, est-ce que je vais me soumettre à quelque chose d'inanimé? Bah sûrement pas, hein. Et donc là rentrait l'orgueil de cette personne, de ce Super Baptiste qui ne voulait pas se regarder en face. Mais le maître, en fait, c'est aussi quelque chose qui me parle dans l'abstinence. Parce que j'ai longtemps essayé de lutter contre, de me dire, allez, cette fois, tu vas arriver à te contrôler. Allez, cette fois, ça sera que deux verres. Euh, D'aller en guerre contre l'alcool. Bien, aux alcooliques anonymes, j'ai compris qu'en fait, la clé était dans le lâcher-prise, d'accepter que si je vais à l'encontre de l'alcool, je vais perdre à chaque fois. À chaque fois, je perdais et je me faisais de plus en plus mal. Donc la clé a été de poser les armes et d'accepter que l'alcool allait me dominer à chaque fois. Et donc de plus aller en guerre contre l'alcool a été un point de départ. Ouais, c'est très fort. Tu dis aussi dans ton livre que l'alcool a détruit beaucoup de tes relations, parfois temporairement, parfois peut-être de manière plus abrupte, familiale, amicale, amoureuse, et que finalement l'alcoolisme condamne à la solitude. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quelle a été la place de tes proches dans tout ça? La solitude, c'est quelque chose qui détruit tout autant que l'addiction. Elle est volontaire parce que j'ai pas envie d'avoir les regards moralisateurs, les reproches, donc je m'isole volontairement pour pouvoir boire en cachette et avoir mes doses tranquillement, qu'on me foute la paix et qu'on me laisse me détruire tout seul. Et ensuite, elle est involontaire, cette solitude, parce que je fous la honte et les gens, peut-être comme ils savent pas dans quel état je vais terminer, ils ont peur de moi. Et donc, ils m'invitent un peu moins. Donc, il y a ces deux formes de solitude. Et évidemment que l'alcool exclut, isole, détruit les liens. Ces liens sains, en fait, qui vous nourrissent intérieurement, ces liens humains. Moi, il n'y avait absolument plus rien d'humain dans ma vie. J'étais juste tout seul. Parfois, oui, entouré, mais tellement seul. Et franchement, il y a l'émotion qui monte parce que c'est une émotion c'est un sentiment qui est douloureux et qui détruit à petit feu. Mais ce qui est assez dingue, c'est que j'ai bu pour être bien entouré et j'ai terminé complètement isolé. Donc, oui, j'ai perdu contact avec des gens et dans l'abstinence, j'ai dû reconstruire des liens. Et ça, c'est une phrase qui ne vient pas de moi, mais d'une addictologue qui s'appelle Micheline Clodon, qui dit que l'addiction est une maladie du lien qui se soigne par le lien. Je trouve ça tellement juste aussi. C'est une maladie du lien parce que petit à petit, tout est rompu et le seul lien que j'ai dans la vie, c'est l'alcool. Face aux épreuves, face aux gens, face à tout ce qui m'entoure, mon seul lien, ça sera l'alcool. Et ça se soigne par le lien parce que au contact de personnes qui sont saines, d'un cocon rassurant, de situations de plus en plus rassurantes et saines, on reconstruit de nouveaux liens qui vont euh, nous remplir et nous faire grandir autrement que par l'alcool. Et ce qui est dingue, c'est que, bon, je saute peut-être une question, mais d'échanger avec des semblables, d'aller rencontrer des gens qui sont comme nous, permet euh, de, de redonner un peu d'humanité, parce qu'on se sent tellement indigne, tellement on se sent comme des sous-merdes, euh, indignes de vivre, tellement différents, des incapables, tellement tout comme ça, qu'on oublie qu'on peut être autre chose que notre addiction. Et dans des groupes de parole comme les alcooliques anonymes, dans lesquels je suis allé, j'ai pris conscience que c'était peut-être pas une honte d'être malade, parce qu'il y avait des gens pleins d'espoir qui y arrivaient, et puis on pouvait rigoler avec beaucoup d'autodérision, on échangeait des tips, des clés, ils étaient autre chose que leur addiction,
Et ça, tout ce côté humain, moi, m'a sauvé la vie aussi. Ce lien, en fait. Ce lien, je vais peut-être le répéter très souvent, mais le lien sauve. Donc n'hésitez pas à sauter le pas, n'hésitez pas à aller voir des groupes de parole ou à solliciter de l'aide. Nourrissez ce lien parce que c'est aussi un point de départ et ça peut sauver des vies. Écoute, c'est pas moi qui vais te dire l'inverse, hein. Je pense que c'est vrai pour l'alcoolisme, c'est vrai pour tous les sujets isolants où on se sent, comme tu le dis, quasiment parfois inhumain, extraterrestre, incompris par nos proches et où on a l'impression d'être seul au monde à traverser ce qu'on traverse et où le groupe de parole peut vraiment aider à se sentir moins seul, à déculpabiliser, à, à avoir espoir aussi, à voir qu'on peut aller mieux en voyant ceux qui vont déjà mieux. Je vais rajouter un petit truc Ouais. parce que ce côté inadaptabilité, de se sentir très seul, dans ces groupes de parole, je pouvais être moi-même sans filtre, sans masque et oser montrer mes vulnérabilités devant des personnes qui ne me connaissaient pas et de montrer mes vulnérabilités sans que ça se retourne contre moi, avec des personnes accueillantes, bienveillantes, sans jugement. Et ce groupe m'a permis de voir que dans ce cadre-là, je pouvais être moi-même sans danger. Et ça m'a donné petit à petit une confiance en moi ou une meilleure acceptation de qui je suis pour être moi-même dans d'autres contextes. Alors ensuite, c'est devenu avec un pote en particulier que j'avais bien sélectionné, avec ma maman, avec mes frères, avec d'autres personnes. Petit à petit, j'élargis en fait le cercle où je peux être moi-même et montrer mes vulnérabilités sans honte, sans avoir peur, etc. Mais ça part, c'est une marche après l'autre. Rien ne va changer du jour au lendemain, c'est pas un claquement de doigts, etc. Il y a aussi beaucoup de patience à avoir dans la reconstruction. Mais si on arrive à trouver une ressource de soins qui nous correspond, bah peut-être qu'après on pourra élargir et capitaliser dessus et ensuite j'ai trouvé de plus en plus de sens à mon abstinence. C'est intéressant. Et il y a un autre sujet que je voulais couvrir aujourd'hui, et tu t'as dit le mot là, c'est la honte. La honte de ce que tu as pu faire à l'époque. Tu le mentionnes dans ton livre. Est-ce que tu as fait la paix avec ça aujourd'hui? Est-ce que tu as réussi à te pardonner Ouais, j'ai beaucoup bossé le pardon. Ouais. Je pense que c'est toujours pas réglé. Oui, je me pardonne ma maladie alcoolique parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je considère que ça a été un passage pour enfin accepter de vivre avec moi-même. Peut-être que j'ai dû me faire très mal pour accepter mon hypersensibilité, pour accepter mon introversion, mes angoisses et d'être plus en accord avec moi-même. Peut-être que j'ai dû passer par l'alcoolisme euh, pour me recentrer sur qui je suis et embrasser tendrement le petit Baptiste qui avait très peur de grandir. Je dis ça avec beaucoup de recul parce que je conçois que à 2 semaines ou même un mois d'abstinence, j'aurais été incapable de dire cette phrase. Mais, euh, mais avec le chemin et la patience et la conviction d'être sur le bon chemin, je suis fier de mon parcours et je ne changerai rien. Donc oui, je me suis pardonné ma maladie et je trouve que ça m'a surtout permis de ne plus avoir peur de montrer mes vulnérabilités, mon hypersensibilité, chose que je considérais comme la chose la plus courageuse au monde, c'est d'être sans masque, sans filtre, dans une relation authentique. Moi, ce sont les choses qui me nourrissent aujourd'hui et ce sont les choses dont j'essaye de m'entourer de personnes comme ça pour grandir. Je te le souhaite. En tout cas, on cherche tous ce genre de relations. Elles sont pas toujours les plus faciles à trouver, mais c'est les plus belles et celles qui valent le plus le coup. Euh, J'aimerais aussi revenir sur la relation entre alcool et trauma. Donc, dans ton livre, tu racontes ta vie et tu as connu de nombreux événements traumatiques. Boire a été une manière d'échapper à certains traumas, notamment à la mort de ton papa quand tu avais 19 ans d'une manière très soudaine. Et boire va aussi te conduire à te mettre en danger et à créer de nouveaux traumas. Est-ce que tu peux nous parler de cette relation alcool-trauma Ouais. Papa, ça a été mon garde-fou. C'était lui le commandant du navire, comme il disait, de la famille. C'était lui qui imposait les règles à la maison. Et tant qu'il était présent, j'avais peur de m'afficher bourré devant lui. J'avais très peur. En plus, je savais pas comment le rendre fier. Enfin bref,
c'est autre chose, mais du coup, quand il est mort à l'âge de 44 ans et moi j'en avais 19, de manière très, très brutale, ça a été l'ouverture des vannes. J'en ai pas eu conscience tout de suite, mais j'ai bu pour m'empêcher de faire mon deuil, pour m'empêcher de ressentir, pour m'empêcher de souffrir. J'ai bu pour oublier, j'ai bu pour tout anesthésier et j'ai eu très très peur de la mort. Je me suis dit, mais en fait, ça peut arriver en un claquement de doigts, du jour au lendemain. À quoi bon vivre? Ça sert à rien. Donc j'ai perdu totale confiance en la vie. Je suis devenu une larve, une épave, un pantin. Et en fait, je végétais entre mon lit et les soirées ou les consos en journée. J'ai traversé ma vie comme un fantôme parce que je voulais pas me confronter à la réalité. Elle était bien, bien trop douloureuse. Donc il y a eu ça. Et ensuite, c'est vrai que l'alcool crée des problèmes et nous met dans des situations dangereuses. Ça, alors je vais vous parler d'un épisode qui pourra heurter à la sensibilité de chacun. Je préfère prévenir. Mais juste en petit aparté, un des troubles de l'addiction, ce sont les mises en danger. Se mettre en danger physiquement, ce n'est pas anodin. Être en blackout, ce n'est pas anodin. Il y a beaucoup, beaucoup de comportements qui sont normalisés aujourd'hui alors qu'ils sont simplement le signe d'avoir une consommation excessive qui présente des risques. Voilà, donc je reviens à l'anecdote. Donc l'alcool m'a mis en danger beaucoup de fois. Mais cette anecdote-là, j'avais 22 ans. Et à l'époque, je commençais déjà à promettre de me calmer. J'essayais de me limiter. Et le before, je me suis bien limité. J'étais fier de moi. Je me souviens de tout. Et on décide d'aller en boîte. Et en boîte, il fait tout noir. Donc mes potes ne sont plus là pour me surveiller. Vu que je me sens à nouveau dans ma bulle, mes promesses ne tiennent pas. Et je fais des allers-retours entre le bar et les enceintes. Et je me mets une mine. Et un homme m'accoste et m'offre un whisky coca que je bois, que j'accepte parce que c'est de l'alcool gratuit. Et que l'alcool gratuit, c'est le Saint Graal, c'est le meilleur cadeau que tu puisses me faire. Mais suite à ce verre, je perds le contrôle de mon corps et ce mec me ramène chez lui et il me viole. J'ai des flashs et ce qui m'a notamment marqué, c'est de ne pas avoir pu réagir, d'être tellement pétrifié et d'être trahi en fait. D'être trahi par mon corps, de ne pas être suffisamment viril pour lutter. Je pourrais pas l'expliquer en fait, je sais pas. Certainement de la peur ou en fait finis ta besogne le plus vite possible et comme ça je peux me barrer, c'est terminé. Et ce mec en fait, il a détruit bien plus que. Enfin ça a duré un soir et puis ensuite voilà, mais il a détruit ma vie, il a détruit ma sexualité et tout ce que j'essayais de masquer comme souffrance, tout ce que j'essayais de rabibocher avec de l'alcool, à faire genre j'étais en pleine forme, toujours. À partir de là, j'arrivais plus à rien, franchement, le mal-être suintait par tous mes pores. Après cet épisode, bah, après je suis tombé en dépression après. Euh, Ça a détruit tellement de choses en moi et c'est en partie à cause de l'alcool, parce que j'étais bourré. Alors moi, il y a deux choses que j'aimerais vous dire. Prenez conscience des risques. On peut vous faire du mal parce que vous êtes bourré. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça. La deuxième chose, c'est que je pensais que c'était uniquement pour les enfants ou les femmes. On m'avait jamais dit que c'était pour les jeunes hommes de 22 ans, hétérosexuels. On m'avait jamais dit ça. Donc je suis aussi là pour vous dire que ça arrive. Donc franchement, faites gaffe, quoi. Je sais pas trop quoi dire d'autre, mais sachez que ça existe, que ça détruit et qu'ensuite on met parfois une vie, des années à se reconstruire après ça. Ah, merci pour ce témoignage. Je pense qui aidera beaucoup parce qu'il y a malheureusement pas assez d'hommes qui en parlent. Et oui, le viol d'un homme par un homme existe. Et aussi, il n'y a jamais de victime parfaite. On peut être alcoolisé et on n'en est pas moins non responsable
de ce qui s'est passé. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que tu as envie de parler un peu de peut-être comment tu l'as surmonté, ce trauma? Ou si ça a été le cas, ou en... Oui, la chance que j'ai, c'est d'avoir une mère, mais je l'admire tellement, ma maman. Alors ça a été la femme vers qui je me tournais dès que ça allait pas. Et le lendemain matin, en fait, je lui ai tout raconté. Et je l'ai pas porté en moi. Je pourrais pas non plus vous expliquer ce qui m'a amené à aller dans sa chambre, mais je pense que c'était un secret trop lourd à porter pour moi, tout seul, alors que j'avais déjà beaucoup de souffrances que je portais, et ça a été un peu la goutte de trop. Donc j'en ai parlé à ma maman, et ensuite on s'est lancé dans des démarches aussi thérapeutiques. J'ai été accompagné, j'ai pu en parler, mais c'est notamment avec l'écriture de mon livre avec Judith Lossman qu'on a vraiment traité, approfondi le sujet. Et je dirais que c'est quelque chose que j'ai dans mon sac avec moi. J'en parle. Thérapeutiquement, je l'ai beaucoup bossé et c'est vrai que ça va beaucoup mieux parce qu'il y a eu de l'acceptation et j'ai cheminé et c'est plus un poids, quoi. Ouais, t'as réussi à te défaire de la culpabilité qui va malheureusement souvent de pair avec les viols concernant toutes les victimes. Je dirais que je suis en chemin de le faire. Parfois, cette culpabilité refait surface, mais c'est tellement mieux qu'avant. Et en tout cas, ça ne me pourrit plus la vie. C'est comme une phrase que j'ai entendue, je sais plus par qui, et qui me disait, et on lui avait demandé c'est quoi être heureux. Et cette femme est une ancienne dépendante. C'est Rose Keren. Et elle me dit, je suis heureuse parce que je ne souffre plus. Et son entourage lui répond, moi, c'est pas très ambitieux comme définition du bonheur, mais en fait, moi, je la comprends tellement, ayant énormément souffert, retrouver une forme d'apaisement, ça suffit. Ouais, je pense que c'est extrêmement vrai, effectivement. Et c'est quelque chose que tout le monde n'est pas capable de comprendre, mais oui. Bon, maintenant qu'on a un peu parlé de toute cette période, j'aimerais qu'on commence à creuser comment tu as pris conscience que tu avais un problème et comment tu es allé vers l'abstinence. Donc déjà, quand et comment est-ce que tu t'es rendu compte que ça n'allait pas? On s'attend à un déclic qui va changer ta vie du jour au lendemain, alors que ça marche pas comme ça. J'en ai eu plusieurs des déclics, j'en ai eu des dizaines, des prises de conscience, j'en ai eu beaucoup. Après, est-ce qu'un jour je vais acter un jour 1? C'est ça toute la question. Parce que je repoussais tout le temps. Ouais, non, il y a toujours une excuse, il y a toujours une justification. On peut toujours se justifier de se prendre une dernière conso, donc on repousse et ça devient un jour. Un jour, je le ferai. Ce qui fait peur, c'est ce jour 1, parce que c'est enlever la béquille qui j'ai l'impression, me faisait vivre. Ça me fait tellement peur, parce que je le sais bien que je masquais des choses, que j'anesthésiais des choses. Mais je pense que j'ai compris à l'âge de 21 ans que j'avais un problème, que définitivement je savais pas me contrôler, que ça impactait trop de choses. Mes études, j'ai été déscolarisé longtemps. Mes couples, ils étaient nuls. Enfin, nuls. Quel terme à utiliser? Non, mais j'étais pas conséquent dans l'alcool. Je pouvais rien construire. Je mentais, je trompais. Je faisais que de la merde. J'étais inconséquent. Donc je l'avais compris, mais après de là à envisager le sens, c'est un autre pas, et il est immense, ce pas. Donc j'ai essayé de me sevrer tout seul, j'ai essayé de faire des petites périodes d'abstinence, mais ça c'est quelque chose, on n'a toujours pas parlé de ça, et c'est hyper important, c'est cette image de l'alcoolique que l'on a. Moi je pensais à l'âge de 20 ans qu'un alcoolique c'était en fait l'alcoolisme pour moi c'était pour les vieux cons, 50, 60 ans, un sans-abri, des gros clichés en tête. Et donc moi, à 20 ans, je suis jeune, je fais la fête. Entre guillemets, je fais la fête aujourd'hui. Je sais bien que c'était pas la fête, il n'y avait rien de festif, mais je me planquais derrière ces justifications qui m'empêchaient de voir que j'avais une relation malsaine avec l'alcool. Donc il y a aussi ça.
C'est à cause de ça que j'ai mis du temps à me rendre compte. Est-ce que le déni vole en éclats? En fait, ce qui m'a... Ça a l'air simple. En fait, c'est complexe. Mais me détruire, c'est OK. Il y a des médecins qui me disaient tu vas avoir des cirrhoses, des problèmes et tout. Et je suis ravi d'entendre ça. Je veux pas exister. Je suis très content. À la fin, c'est de l'autodestruction. Donc, je suis très content de me détruire. Ça fonctionne pas, ces messages. En revanche, que mon alcoolisme détruise mes proches, détruise ma maman, détruise mon frère jumeau, mes frères, ça, ça a piqué. J'ai pas toléré. Ma maman, elle faisait tout pour être là comme elle pouvait, parfois maladroitement, mais elle a été là et je l'aime, ma maman. Donc, quand j'ai vu que mon addiction la faisait immensément souffrir, sachant elle avait perdu son mari et ça devait déjà être douloureux pour elle, j'ai accepté une bouée qu'elle m'a tendue en me proposant d'aller aux Alcooliques Anonymes. Moi qui me sentais si seul, si différent, un mouton noir, aux Alcooliques Anonymes, quand j'ai poussé cette porte-là, j'ai compris que j'avais cruellement manqué de liens et que j'avais trop essayé de faire les choses tout seul. J'ai dû m'abandonner aux soins, quels qu'ils soient, parce qu'après j'ai été suivi par des psys, des addictologues, des psychiatres, mais les groupes de parole, et on en a parlé, m'ont permis de m'ancrer un peu plus dans la réalité et de ne pas avoir peur de me montrer sans masque. Il y a aussi cet aspect humanité, hein, de retrouver une forme d'humanisation, ma place, et de pouvoir échanger sans être jugé, ça m'a fait un grand bien. Après, j'ai eu honte, hein. J'ai eu très très peur d'entrer et de pousser cette porte-là. J'y suis pas allé comme un cow-boy ou quoi, non rien, j'étais pétri de honte. Je me suis assis au dernier rang la première fois, j'ai pas parlé, mais en sortant j'ai été, une lueur s'est ravivée. Il y a eu quelque chose, il y a eu une petite étincelle de vie, et après j'y suis retourné. Et si tu devais... s'il y a un de nos auditeurs qui lui-même euh, a un problème avec l'alcool et a peur de passer cette porte des alcooliques anonymes, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Chacun a besoin de trouver sa propre ressource de soins ou son sérail de soins, il n'y a pas de feuille de route. Ça se peut que les alcooliques anonymes ne soient pas pour cette personne-là. C'est pas pour tout le monde. En revanche, de ne pas s'éloigner des soins, c'est tellement important. À chaque fois que je m'éloignais des soins, je devenais plus vulnérable. À chaque fois que je me sentais guéri, j'oubliais. Je m'autorisais un verre. Et puis le lendemain, c'était 2. Et puis après, c'était reparti comme en 40. Donc, c'est tellement important d'avoir un accompagnement régulier avec des piqûres de rappel qui vont te permettre de te recentrer sur l'importance de ce cheminement. En fait, moi, j'attendais de l'abstinence à ce que ce soit une ligne d'arrivée. Et en fait, non, ça n'existe pas. C'est un chemin, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Tous les jours, je reprends le chemin. En fait, pour être encore plus clair, je pensais que l'abstinence allait être instantanée, comme dans l'alcool. J'avais tellement éduqué mon cerveau à l'instantanéité que je pensais que ça allait être mieux, que ça allait aller mieux au bout d'une semaine, 2 semaines. Mais si tu te détruis pendant des années, évidemment que c'est normal que ça n'aille pas mieux au bout d'une semaine, 2 semaines. Après, ose regarder tout ce que tu as à gagner à rester sur ce chemin plutôt que tout ce que tu as à perdre, tout ce qui te fait peur. Moi, j'essayais de regarder tout ça pour ne pas perdre le fil. J'essayais aussi d'éduquer mon cerveau à un peu plus de positivisme. Oui, dans l'alcool, j'ai fini par avoir des idées noires et ne plus avoir envie d'exister. Mon cerveau était complètement tourné autour de la négativité. Si on rajoute à ça l'alcool, qui est un dépresseur et qui vient brasser encore plus d'états dépressiogènes, oui, mes idées n'étaient pas très claires et surtout très noires. Donc, je m'efforçais à voir, à essayer de valoriser des toutes petites choses qui se passaient bien dans la journée quand j'étais abstinent. Et ça part de rien, hein. Je suis resté au lit, j'ai rien foutu, j'ai juste pas bu.
moi qui étais dans des pratiques tellement de terrorisme envers moi-même, bah, je me disais, mais ça sert à quoi d'être fier de moi, de juste pas avoir bu, d'avoir rien fait dans la journée. En plus, une personne lambda, pour lui, c'est rien, 24 heures sans. En fait, non, c'est faux. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas normal de ne pas boire pendant 24 heures. Donc, osons se faire ces petits cadeaux qui vont ensuite faire un effet boule de neige et on va commencer à voir du positif. On va surtout finir par voir les choses sans filtre au bout de 3 mois d'abstinence, quand le voile de tout ce qui est addiction s'est levé un petit peu, quand je me suis détox en fait après 3 mois, mes sens étaient à nouveau en éveil et j'avais perdu la saveur de toutes ces choses-là. En fait, le goût n'existait plus, mon ouïe ne fonctionnait plus parce que je regardais que mon verre, mon odorat était flingué, tout était flingué dans l'alcool. Et au bout de 3 mois, je commence à redécouvrir des choses belles parce qu'elles sont authentiques, sans masque. Une des choses que tu as dit un peu avant qui m'intéresse, c'est que donc tu as réussi à arrêter de boire quelques semaines à chaque fois, plusieurs fois avant donc la dernière fois où tu as arrêté de boire. Et qu'est-ce qui différencie ces premières tentatives avortées de la dernière? C'est une bonne question. Quand je commence à arrêter, je fais des petites phases d'abstinence pour prouver aux autres que je ne suis pas alcoolique, pour qu'ils arrêtent avec leur regard moralisateur, qu'ils arrêtent de m'ennuyer avec leurs phrases. Donc, si je peux ne pas boire pendant quelques jours, eh ben, en fait, j'ai pas de problème. Vu que pour moi, un alcoolique, c'est quelqu'un qui boit tous les jours. En fait, non, je vous le rappelle, c'est pas évidemment que si on boit tous les jours, ça a son lot de risques élevés. Mais l'alcoolisme, c'est avant tout l'incapacité de contrôler un comportement. Quand je commence, je ne sais pas m'arrêter. Donc, je me fourvoyais et je me rangeais derrière des justifications et des excuses pour garder l'alcool dans ma vie. Je savais que j'allais reboire. Donc, ces périodes d'abstinence n'étaient que un ultime défi pour en fait justifier que j'avais le droit de boire. J'avais aussi très peur d'appartenir ou avoir cette étiquette d'alcoolique, donc j'essayais de me prouver aussi à moi-même que j'étais pas dépendant, mais je reprenais de plus belle et je tombais toujours plus bas parce que sans alcool, le manque me vampirisait et me bouffait en fait. J'avais des sueurs froides ou même la gorge nouée, mon corps entrait en fusion. Il y avait un magnétisme avec la bouteille. Et donc, quand je voulais reprendre, je rattrapais le temps perdu et je buvais comme pour rattraper tous ces jours sans alcool. Donc ça, c'était un peu la différence avec cette fois où j'ai définitivement accepté que l'alcool dictait ma vie et que l'alcool était la cause de nombreux de mes problèmes. Et la dernière fois, tu l'as fait pour toi, pas pour les autres. En fait, je sais pas. Maintenant, je le fais pour moi, ça c'est sûr. Mais peut-être que je pense que je l'ai fait pour ma maman pendant les premières semaines. Après, en fait, très rapidement, j'ai vu qu'il y avait des bienfaits. L'absence de gueule de bois, enfin, on peut en parler des heures. Je m'en lasse pas. C'est une dinguerie. Je ne m'en lasse pas. Ça fait plus de 8 ans que j'ai pas bu. Cette absence de gueule de bois, c'est quelque chose. C'est un cadeau. C'est un cadeau, putain. Donc il y a ça. Il y a plein d'autres choses. Enfin bref, je pourrais en parler des heures, mais il y a plein d'effets positifs et donc j'ai trouvé du sens à mon abstinence. Mais ce sens que j'ai donné à mon abstinence, c'est pas venu tout de suite. Au début, c'est grâce au groupe de parole, ensuite c'est la thérapie et maintenant, c'est le patient expert, c'est le livre que j'ai écrit avec Judith, c'est les conférences que je fais, c'est les nouveaux projets de sensibilisation et de prévention que j'ai. Dans la transmission, c'est de devenir acteur de ma maladie. Ça donne du sens à ma vie et qui repousse ses envies. Parce que, évidemment, parfois, j'ai encore envie d'alcool. Mais heureusement, je le vis moins comme une épée de Damoclès. C'est moins oppressant. Je sais dire non plus facilement. Pour les envies, quand elles arrivent, je me dis, mais pourquoi t'as envie, là? En fait, non, c'est surtout pourquoi t'en as besoin, là? Une personne qui a une relation saine à l'alcool n'aurait pas
ses besoins dans ces situations face à telle ou telle émotion, etc. Donc je les prends au lieu d'être abattu et de culpabiliser d'avoir envie, parce qu'on va avoir envie, on est dans un monde alcoolisé. Bien, essayons de trouver des mécanismes pour retourner le truc et de se recentrer sur le plus important, l'essentiel, qui est mon abstinence. Merci. Tu as mentionné brièvement l'étiquette d'alcoolique. Et quand est-ce que cette étiquette, elle a été mise sur toi et par qui? Par toi? Par quelqu'un d'autre? Et est-ce que pour toi, c'est clé de mettre cette étiquette pour aller vers l'abstinence? Il y a beaucoup de personnes effectivement qui veulent pas de cette étiquette et je la comprends parce elle est très très lourde en représentation négative, ce qui nourrit le déni d'ailleurs, ou les justifications, etc. Moi je pense qu'à la toute fin, je me mettais peut-être volontairement en état d'ébriété très avancé. Euh, C'était en fait des demandes d'aide. J'en pouvais plus, j'avais besoin qu'on m'aide, mais j'avais pas l'énergie ou les mots pour verbaliser concrètement j'ai besoin d'aide. Donc je me mettais dans des états pas possibles. Donc quand ma maman me propose les alcooliques anonymes, quand mes amis, mes véritables amis m'écrivent une lettre pour me dire qu'ils seront là et qu'ils me jugeront pas et qu'ils m'acceptent comme je suis, ça a été un immense soulagement de lâcher prise. Donc j'ai pas forcément eu beaucoup de mal à accepter ce terme et à me l'approprier parce qu'en fait j'étais arrivé au bout et que j'avais surtout besoin de trouver d'autres solutions pour aller mieux. Et donc tu mentionnes tes proches qui t'ont aidé en te proposant cette solution des alcooliques anonymes pour ta maman et en te faisant comprendre qu'ils seraient toujours là pour toi, pour tes amis. Si on a aujourd'hui des proches d'alcooliques consommateurs qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un conseil pour eux de comment ils peuvent aider leurs proches? Je sais pas si je peux me mettre dans la posture de donner des conseils, c'est vraiment quelque chose qui est très propre, comme il n'y a pas de feuille de route, c'est quelque chose euh, qui est très subjectif. En revanche, là où je peux éclairer, c'est de bien expliquer la codépendance. Enfin, je ne vais pas expliquer ce que c'est la codépendance, mais que l'entourage comprenne que vivre, de souffrir avec un dépendant, le risque c'est de devenir codépendant, qui est une souffrance mais maximale puisque l'entourage, jusqu'à preuve du contraire, ne s'anesthésie pas comme la personne qui boit, et donc l'entourage doit traverser tout comme la personne qui boit, mais sans anesthésie, sans fuite, ce qui est une douleur immense. Donc moi, j'aimerais surtout mettre la lumière sur le fait que c'est une maladie familiale qui touche en moyenne et qui détruit entre 6 et 7 personnes, en plus de la personne dépendante, et que, comme c'est une maladie familiale, tout le monde a le droit à la reconstruction, tout le monde a droit à son cadre thérapeutique. L'entourage, n'hésitez pas à accepter de l'aide pour vous. Osez trouver votre propre cadre thérapeutique, quel qu'il soit. Osez aussi aller dans des groupes de parole, il en existe, comme les Al-Anon. Osez aller en consultation thérapeutique, quelle qu'elle soit. Cherchez votre propre cadre et osez aussi exercer ou exprimer vos limites. Vous êtes des humains, on n'est pas des machines, on a des limites. Donc ouais, osez demander de l'aide aussi. Un dernier chapitre, en gros, que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'était 8 ans d'abstinence. C'est le Baptiste alcoolique abstinent. T'expliques très bien dans ton livre qu'un alcoolique abstinent sera toujours un alcoolique, que c'est une maladie pour laquelle il n'y a pas de guérison. Et les gens ont l'impression que une fois que t'es sorti de l'alcool, c'est fait, c'est derrière toi. Et t'expliques que toi, finalement, c'est quasiment un combat de tous les jours pour maintenir la maladie loin de toi. Comment t'as fait, toi, pour maintenir cette abstinence durable? Est-ce que t'as des conseils à ce niveau-là? Enfin, qu'est-ce qui marche pour toi? Ce qui marche pour moi, c'est de rester proche des soins, d'être accompagné thérapeutiquement.
c'est super important de se renouveler parce qu'il y a peut-être des choses qui vont me faire du bien pendant 6 mois et ensuite on évolue et c'est plus bon pour moi. Donc c'est aussi l'effort de se renouveler, de rester humble. Alors oui, c'est pas facile tous les jours, mais bien heureusement, ça devient plus facile avec le temps quand on se structure, quand on prend du recul, quand on se connaît mieux et donc on identifie mieux les situations à risque, on arrive à identifier mieux voilà, les signaux d'alerte sur le chemin. On va désamorcer en fait. On va désamorcer, donc c'est plus facile de désamorcer que de subir. Après, je me rends compte, j'ai un exemple assez pertinent sur les efforts que je déploie au quotidien. En fait, je ne m'en rends pas forcément compte. Mais par exemple, ça m'est arrivé, on va dire, qu'en soirée, je me retrouve avec un verre d'alcool entre les mains parce qu'un serveur a mis de l'alcool dans mon verre. Voilà, ça a dû m'arriver peut-être 2-3 fois en 8 ans. Mais la dernière fois, c'était l'année dernière. J'avais mon Virgin Mojito dans la main, je prends une gorgée. En fait, le serveur a mis de l'alcool dedans. Et me faire avoir, en fait, il y a eu une montée d'immense tristesse, mais aussi de colère. Et ensuite, quand c'est redescendu, je me suis rendu compte à quel point je dois être vigilant. Et cette vigilance, bien sûr, devient de plus en plus naturelle avec le temps et sont des nouveaux rituels, des nouveaux mécanismes, et on n'y réfléchit plus. Mais quand on se fait avoir comme ça, on se rend compte de tout ce qui a dû être mis en place pour justement ne pas se faire avoir. Donc tu as quelque chose, toi, de très particulier que n'ont pas tous les alcooliques abstinents, c'est que tu as décidé d'écrire un livre, tu as décidé de devenir patient expert en étant diplômé donc de ce programme à l'hôpital Bichat et d'en faire ton métier, de faire du suivi individualisé, ce qu'on peut appeler de la paire aidance, d'aider des alcooliques à aller vers l'abstinence. Pourquoi tu as fait tous ces choix ? J'ai écouté mes tripes. Après 2 ans d'abstinence, je pensais que mon abstinence allait être vivre la même vie qu'avant, mais juste sans alcool. Et en fait, je suis retombé dans des états... je suis retombé en dépression après 2 ans d'abstinence. Je vivais encore au travers des désirs des autres. C'est ça qui m'a détruit, que ce soit avant, dans l'alcool, mais aussi dans l'abstinence. Ça a été de continuellement rechercher la reconnaissance et l'amour en disant oui à tout et en répondant en fait au chemin que les autres voulaient que je prenne. Je ne m'affirmais pas assez et ça me tuait encore à petit feu. Donc à partir de 2 ans d'abstinence, je prends peut-être la deuxième meilleure décision de ma vie après l'abstinence, mais c'est de tracer mon propre chemin. Et je l'ai trouvé dans l'écriture. Au début, moi je veux écrire, j'ai un projet d'écriture pour transmettre aux autres et notamment de dire aux jeunes que l'addiction ne discrimine absolument personne. J'aurais tellement aimé pouvoir m'identifier à d'autres jeunes qui avaient vécu l'addiction, etc. Peut-être que ça m'aurait fait gagner quelques années. Mais voilà, c'était ça que je voulais dire. Mais j'ai vu à quel point l'écriture pouvait être thérapeutique pour moi. Et ça a structuré mon abstinence. Et c'est aussi ça qui m'a fait découvrir l'activité de patient expert qui me comble, qui me nourrit. Je me sens à ma place. Et si je me sens à ma place, j'ai moins de raisons de fuir dans l'alcool, donc j'ai moins de raisons de me détruire. Donc c'est une histoire de trouver sa place et de donner sens à sa vie, donner sens à son abstinence. Merci. Bon, on va clôturer ce podcast avec une dernière question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui nous écoutent et qui sont alcooliques consommateurs ou même abstinents d'ailleurs, un dernier message pour eux? Ces questionnements que j'ai pu donner, le pourquoi tu bois, de se poser la question si c'est une envie ou un besoin, de faire peut-être une période d'1 mois d'abstinence pour conscientiser votre rapport avec l'alcool. Déjà, c'est un très bon début de conscientiser votre relation avec l'alcool ou d'autres produits. Et ensuite, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais d'oser demander de l'aide. Acceptons de l'aide. Faisons taire notre orgueil de temps en temps. Moi, c'est ce qui m'a sauvé d'accepter de l'aide et il n'y a aucune honte à se montrer vulnérable. C'est peut-être une porte d'entrée ou en tout cas un point de départ. Merci Baptiste pour ce témoignage. Merci, Kamel. Merci vraiment. Et j'espère qu'il pourra aider d'autres personnes concernées par l'alcoolisme. Ce qui est certain, c'est que vous pouvez m'envoyer un message sur Insta.
Si vous avez une question, un doute, si vous avez besoin d'être éclairé, ne restez pas seul face à vos questionnements. Oui, on mettra ton Insta dans la description du podcast. Ouais, je suis là pour ça. Merci. Et merci d'accueillir ces propos, Canel. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode d'Ouvrir la boîte. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute habituelle et surtout, partagez-le autour de vous. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.